4 mois? Le mouvement inexorable du temps me semble toujours se presser vers l'avant comme pour remporter une course qu'il avait de toute façon déjà gagnée. Mais 4 mois, lorsqu'on les consacre à ne lire qu'un livre, c'est plutôt long. Donc, de janvier à avril, j'ai lu Le Nom de la Rose, un livre d'un peu plus de 600 pages et d'une densité quelque peu vertigineuse. Un tiers d'année pour lire un livre, ça peut paraître long, et pourtant, en refermant ce roman, j'avais encore l'impression d'avoir été trop vite. Un bon moyen d'expérimenter la relativité du temps. Donc, Le Nom de la Rose, à ne pas confondre comme je le fais tout le temps avec Le Roman de la Rose, est le premier roman d'Umberto Eco paru en 1980 et au succès retentissant. L'histoire, narrée par Adzo de Melk, se déroule en 1327 en plein conflit entre franciscains, entendez par là des religieux qui tentent de vivre dans la pauvreté comme le Christ, et l'autorité pontificale, entendez par là des religieux qui ne tentent pas de vivre dans la pauvreté, et donc, pas comme le Christ. Nous retrouvons Adzo de Melk et son maître Guillaume de Baskerville en chemin pour une rencontre entre les deux groupes dans une abbaye aux allures austères. Une fois sur place, les personnages découvrent que de mystérieux meurtres se produisent en ces lieux saints, et ils auront tout juste une semaine pour trouver le coupable. Leurs aventures les mèneront à la rencontre de tout un tas de personnages et surtout dans la bibliothèque, un lieu farouchement gardé aux yeux de tous qui semble pourtant renfermer la clé du mystère de ces meurtres. Je crois que mon temps passé à la lecture du livre est facilement explicable. Il est dense, si dense. Il déborde de tellement d'informations sur l'abbaye à cette époque, sur les croyances, les conflits, les histoires fantastiques auxquelles on croyait, ou celles bien réelles qu'on ne croyait pas. Umberto Eco est un intellectuel et ça se ressent à la lecture du livre. Et c'est étonnant, car en général, le grand public se jette rarement sur des livres qui sentent aussi fort l'intellectualisme. Était-ce un phénomène type L'être et le néant? Donc un livre illisible, mais qu'on affichait fièrement dans sa bibliothèque, car le contexte avait décidé qu'il s'agissait d'un prérequis obligatoire pour avoir l'air cultivé? Je ne crois pas, parce que Le Nom de la Rose, lui, est lisible. Mais dans ce cas, comment un livre aussi érudit a pu autant marcher? C'est une question difficile, car le livre est quand même un véritable labyrinthe de connaissances. Oh, mais j'y pense. Il y a aussi un labyrinthe dans le livre. Quel hasard tout à fait involontaire qui n'a pas pour but de vous mener dans le sens de ma réflexion. Bref, cherchons dans ce sens. Donc en effet, lors de ma lecture, j'ai trouvé que le labyrinthe avait une place importante. Déjà, la bibliothèque est un labyrinthe dans lequel nos personnages vont finir par se perdre. Mais on trouve aussi des labyrinthes métaphoriques. L'enquête, qui suit plusieurs pistes dans un milieu où chaque personnage semble avoir des choses à cacher. Dans la manière de réfléchir de Guillaume aussi, qui dit formuler systématiquement plusieurs explications à tout pour finalement éliminer les impasses jusqu'à saisir la bonne solution à un problème. Mais l'autre labyrinthe qui est le plus important selon moi, c'est celui de la connaissance. C'est le labyrinthe qui se rapproche de celui conceptualisé par Deleuze et Guattari dans leur livre « Dans le labyrinthe de la pensée ». En gros, il s'agit d'un labyrinthe qui n'a pas forcément d'intérieur ni d'extérieur, pas d'entrée, pas de sortie, juste un tas de chemins qui se connectent les uns avec les autres et dans lesquels on peut se perdre. Bref, ça peut désigner la pensée, mais aussi la connaissance. Or, le principe même de la bibliothèque du Nom de la Rose est de garder un nombre incalculable de livres sur des connaissances de toutes sortes. L'abbé Abon l'a décrit d'ailleurs en ces termes. La bibliothèque se défend toute seule, insondable comme la vérité qu'elle héberge, trompeuse comme le mensonge qu'elle enserre. Labyrinthe spirituel, c'est aussi un labyrinthe terrestre. Vous pourriez rentrer et vous ne pourriez plus sortir. Donc l'enjeu de nos héros est de se rendre dans cette bibliothèque, labyrinthe à la fois physique et de connaissances. Mais pour ne pas se perdre dans un labyrinthe, il faut un fil d'Ariane. Celui de Guillaume et d'Adzo sera d'établir une méthodologie. Il s'agira de prendre les mesures du lieu, de comprendre le classement des livres et de noter tout ça pour réussir à s'en sortir. Donc ça c'est plutôt chouette pour eux, mais pour nous, parce que nous on est toujours face à un livre qui déborde de connaissances. Le livre est notre labyrinthe, et quel en est notre fil d'Ariane? Eco nous en a-t-il seulement tissé un? Eh ben moi je pense que oui. Et ce fil d'Ariane c'est l'intrigue. Autant les personnages que nous-mêmes allons explorer cette abbaye pour y débusquer le tueur. On peut alors se laisser surprendre par la richesse du livre, par la foison d'informations et de connaissances, mais jamais se perdre car l'intrigue va nous permettre de continuer le chemin, nous désigner ce qui est important et ce qui l'est moins. L'intrigue du livre nous aide à la fois à découvrir et à traverser sans encombre la richesse de son univers. Ainsi, la connaissance et la capacité de s'y guider me paraît être une clé importante pour lire l'ouvrage. Cette connaissance fait évoluer Guillaume vers la vérité, à savoir trouver le tueur. Elle fait aussi évoluer Adzo vers de nouvelles expériences, et le livre se présente un peu comme un roman d'apprentissage autobiographique pour lui. Et pour nous, cette connaissance nous fait découvrir la vie de cette abbaye dans le contexte du Moyen-Âge, au sein de tensions religieuses. On y découvre les us et coutumes des abbés comme des paysans, on y voit le travail de copiste, et on se laisse guider par l'intrigue au milieu de tout ça. Et voilà, on a résolu l'énigme. On peut donc s'arrêter là. Mais comme dans tout roman policier, c'est quand on croit pouvoir crier victoire que l'on découvre que l'énigme n'est pas tout à fait résolue. En fait, je crois que le livre va plus loin, dans une sorte de méta-réflexion. Le Nom de la Rose est le premier roman d'Eco,
écho. Mais avant cela, il a publié pas mal de textes très pointus et moins accessibles au grand public. J'ai donc l'impression que la bibliothèque Labyrinthe peut représenter ce savoir pointu fermé au grand public. Et pour défendre ça, je dois revenir sur une autre thèse de Eco développée dans Lector in Fabula, paru juste avant Le Nom de la Rose et qui s'intéresse notamment au lien entre la réalité et la fiction. Pour le résumer très grossièrement, la fiction permet de nous offrir une meilleure compréhension du monde, car le monde est souvent difficilement lisible et interprétable. Il s'agit donc d'utiliser des fictions pour nous aider à le comprendre et à le rendre ludique. Alors c'est seulement les grandes lignes, mais ça va nous suffire ici. Car en fait, c'est exactement ce que nous propose Le Nom de la Rose. Déjà, il me plonge dans un univers dont je n'aurais jamais eu idée de m'y intéresser tout seul, une abbaye austère du Moyen-Âge. Ensuite, il nous éclaire sur la vie qui pouvait s'y passer, sur les théories philosophiques ou religieuses de l'époque. Et enfin, il thématise cette idée de fiction comme outil de médiation pour mieux comprendre le monde à la fois dans le livre, où il est souvent question de l'utilité de la fiction, et par le livre lui-même, qui nous raconte une fiction et donne l'accès de ces théories à un plus large public, à savoir nous. Et je crois que c'est ça, ce titre, Le Nom de la Rose. Du propre aveu de l'auteur, le titre est inspiré du texte de Bernard de Cluny, De Contemptu Mundi, qui se termine par cette phrase traduite du latin « La rose d'origine n'existe plus que par son nom, nous ne possédons plus que de simples noms. » La rose est alors un savoir, une connaissance dont nous ne détenons que le nom. Cette connaissance inaccessible dans la réalité, mais représentée sur papier, ça peut être un pays lointain, ça peut être un voyage sur Mars, ou ça peut être une vieille abbaye, en plein Moyen-Âge, et que nous ne pourrons connaître qu'à travers le voyage que nous offre la fiction. Donc lisons, regardons des films, jouons à des jeux. C'est peut-être les meilleurs outils que nous ayons pour découvrir des connaissances ou de vivre des expériences qui sont inatteignables autrement. Et pour cela, 4 mois, finalement, c'est plutôt court.